Vous savez, le film d'aujourd'hui n'est pas le plus mauvais de ce début d'année, je dirais même qu'on a une production costard-cravate que nous propose Miramax. Un film qu'on appellerait dans le milieu... Gentleman. Une production costard-cravate. Une production costard-cravate. Et la blague, bien sûr, du film Gentleman pour faire le rapport avec le film d'aujourd'hui. Vous savez quoi, je le savais. Vous savez quoi, je le savais. Je savais que je ne serais pas bon pour jouer des trucs comme ça. Je ne peux pas jouer des rôles comme ça. Je ne peux pas jouer des rôles aussi bons que les acteurs de ce putain de film. Mais bon, hein, des fois, on tente des choses. Being the king. Oh. C'est mieux comme ça. Au passage, désolé pour le son du cuir dans le micro. C'était très désagréable. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Biprod. Aujourd'hui on parle de The Gentleman de Guy Ritchie. Guy Ritchie, depuis The Gentleman, j'avoue que je ne le connaissais pas trop. J'en avais entendu parler pour son style particulier, donc notamment pour Snatch, mais également les deux premiers de Sherlock Holmes, et qui a un peu mal tourné depuis ces dernières années en bossant avec des grosses productions comme Disney. Mais il revient désormais avec un long métrage plus personnel, à savoir The Gentleman, The Gentleman qui est vu par nombreux comme le retour avec un grand L et un grand R de Guy Ritchie. Mais que nous raconte le film ? The Gentleman nous présente la vie de Mickey Pearson, interprété par Matthew McConaughey, un milliardaire parrain de la marijuana qui décide de se retirer du monde mafieux pour prendre sa retraite. Il tente alors de vendre toute sa production illicite à des aristocrates fortunés, mais s'attire par la suite plusieurs complications qui ne feront qu'aggraver les choses. The Gentleman de Guy Ritchie, c'est super cool. Et le premier grand point du film, et ça ne va pas vous surprendre, repose sur son casting. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas ressortir casting 5 étoiles comme toute la presse ciné a fait, mais il faut reconnaître que le terme est parfaitement approprié. Passant du charismatique Matthew McConaughey, et c'est pas du tout mon acteur préféré, en Mickey Pearson au ténébreux Charlie Hunnam, sans oublier la tête Hugh Grant, mais également la sympathie de Colin Farrell, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Henry Golding ou encore l'hilarant Eddie Marsan. Tous campent à merveille des protagonistes dans une classe gangster à la British assez mémorable. On a des figures complètement déjantées, des protagonistes à l'humour complètement décalé mais qui par son décalage constant marchent. Un humour très présent dans les dialogues mais aussi dans les différentes situations pleines de rebondissements. L'écriture et donc la narration sont rythmées, parfaitement filées et en ce sens on peut se rapprocher d'Edgar Wright, très connu pour la trilogie Cornetto et étant lui-même un cinéaste connu pour sa redéfinition du cinéma, son mélange des genres, sa rythmique et donc qui peut se retrouver dans la patte du cinéma anglais. Je trouve qu'en plus de cela, le réalisateur fait plein de références qui ne sont pas innocentes à mes yeux à Tarantino. Mais ce ne sont pas pour moi des références qui sont dérangeantes ou choquantes et la plupart du temps justifiées. Le film part justement sur quelque chose de très tarantinesque au départ pour ensuite trouver au fil du récit sa voix, son propre style en déjouant les codes. Que ce soit pour l'utilisation de la mise en abîme du cinéma, la contre-plongée dans le coffre, le flingue braqué sur une paire de testicules ou encore les screen titles qui apparaissent pour illustrer une situation ou indiquer le rôle d'un personnage. Après, la mise en abîme du cinéma... Bon... J'avais lu certaines critiques qui disaient que justement c'était une métaphore du réalisateur, justement qui n'était pas dans un très bon mood depuis quelque temps en réalisant Aladdin ou encore Le Roi Arthur. Puis que le personnage de Hugh Grant dit à un moment donné en scène d'exposition « C'est un bon film, pas comme toutes ces merdes qui sortent en ce moment, tourné en 35 mm, en 16/9, et donc une volonté pour lui de faire enfin quelque chose qui lui plaît. » Effectivement, ça peut tout à fait l'être. Après, comme je le disais, je ne connaissais pas tant Guy Ritchie depuis Gentleman. Du coup, selon moi, et j'insiste là-dessus, la mise en abîme du 7e art, ça reste une facilité. Ça reste assez classique et déjà vu. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font ça justement pour paraître les plus originaux. Pourtant, c'est le truc le plus simple, la mise en abîme. Et du coup, je trouve que ça en devient un peu lourd à force. A contrario, j'avoue que la scène où Hugh Grant se rend chez Miramax, qui produit elle-même The Gentleman, donc il se rend pour déposer son scénario, même si pour moi, je le dis, c'est pas trop justifié, bah je trouve que l'idée reste sympa. Puis on va revenir sur cette idée de déjouer les codes avec le point suivant, à savoir le conflit permanent entre les différentes générations au sein du long métrage. Et je me rends compte qu'on a ouvert un point pour en ouvrir 5 autres. Tout
Tout au long du film, on a à la fois des protagonistes plus vieux qui s'affrontent avec des personnages plus jeunes, je pense à l'antagoniste principal joué par Henry Golding qui veut justement reprendre l'entreprise de Mickey Pearson. On a plein de messages, que ce soit sur les différences de point de vue entre plus jeunes et plus âgés. Je pense à une scène en particulier où il y a un des personnages qui dit très clairement qu'en gros, le gars a plus d'expérience que le plus jeune et qu'il lui doit plus de respect. Puis on retrouve souvent cette gimmick de ronchon, de vieux barbon très assumé mais qui est toujours cassé, où c'est justement les plus mûrs qui deviennent les plus gamins ou les plus stupides. Par exemple, il y a une scène qui a été teasée beaucoup de fois, c'est la scène de la réquisition des téléphones. On passe d'un Charlie Hunnam à la badassitude incarnée avec de grands discours sur la drogue, puis qui finalement se fait humilier par une bande d'ados en banlieue et qui eux-mêmes sont ridiculisés ensuite et vice versa. On retrouve donc un équilibre entre les deux, où l'un n'est pas mieux que l'autre, et c'est en déjouant les codes qu'il fait cela, où il parodie par instant le genre. D'un autre côté, cette balance entre la jeunesse et la vieillesse, c'est pour moi la métaphore du personnage de Mickey Pearson. Et le fait qu'il nie cette jeunesse est logique. C'est par sa jeunesse criminelle qu'il a commis le vice et qui aujourd'hui veut s'en détacher. Mais c'est une tâche quasi impossible pour le personnage où tout son passé dans cette criminalité l'a piégé. Il s'est piégé par ses choix et il ne peut changer. Avec cela, Guy Ritchie développe un message très existentialiste, message qu'il fait passer par l'intermédiaire du personnage de Colin Farrell. Colin Farrell qui fait de nombreuses fois comprendre que l'on doit prendre conscience de nos actes et de leurs conséquences, donc choisir le droit chemin, et c'est pour moi un message très actuel. Puisque les gars qui tombent dans la politique de prohibition ou le trafic illicite dès le plus jeune âge, bah ça arrive encore aujourd'hui. Après ce que j'explique là, ça paraît compliqué, mais en réalité c'est très simple. J'essaie juste de développer. En gros, en résumé de chez Résumé, faites les bons choix et surtout réfléchissez à ce que vous faites. Ça reste simple, certes, mais pour moi c'est un propos très intéressant et surtout actuel. Et ça rajoute un exemple au fait que Guy Ritchie maîtrise les tons. Puisque le propos est dramatique, mais on trouve de nombreuses scènes qui peuvent monter dans une forte tension pour redescendre dans un aspect beaucoup plus comique. Je pense à un passage en particulier où personne se retrouve confronté à Golding dans un bar, on ressent une nervosité qui est en constante gradation mais agrémentée de gags et ça fonctionne à merveille. Mais passons. J'arrive désormais à un autre point, et cet autre point c'est la classe omniprésente qui inspire les costumes. Le costumier, c'est Michael Wilkinson, à qui on doit les costumes sur 300 et l'adaptation Watchmen de Zack Snyder. Oui, donc, le gars ne collabore pas avec les plus mauvais, on peut le dire. On retrouve des costumes très ancrés dans une époque plus rétro que celle pendant laquelle l'intrigue se déroule. Ça en devient assez anachronique d'ailleurs, et ça fonctionne, je trouve, avec le message sur les différentes générations encore une fois. D'ailleurs, ça rappelle justement Watchmen, où on avait des costumes en marge du temps. Tout ce rétro au sein de cette mode anglaise, mais pas que anglaise, fait qu'on a des personnages qui visuellement sont hauts en couleur sur le fond et la forme. Je pense au costume de Hugh Grant qui renvoie aux 70s d'Hollywood. C'est pour ça que je disais pas que anglaise. Costume correspondante au protagoniste étant la figure la plus cinématographique du long métrage. Le film a quelques points négatifs, comme je le redis, certaines facilités, notamment avec sa mise en abîme du 7e art, mais aussi scénaristiquement parlant. Certains des personnages ont des changements assez abrupts où l'on se dit que le dilemme aurait pu aller plus loin. Je pense à la scène avec Raymond qui doit récupérer une junkie, où on aurait pu monter d'un cran le degré de réponse de cette dernière. À part ça, le film a quelques longueurs, par exemple le long métrage au départ construit son montage en scène dans le récit, puis de nouveau hors récit, puis dans le récit, puis hors récit. C'est assez répétitif et il y a des fois où l'on décroche. La scène d'expo essaie de nous en dire beaucoup quant aux relations qu'entretiennent les différents personnages, puis pour nous présenter toute la situation, et il y a un langage très mathématique qui se développe et du coup faut bien crocher. Malgré tout, à part ce problème de départ, le film reste très bien monté puisqu'il va justement doser le tout au fil de la narration pour que tout reste rythmé sans aller dans le surplus de cut et pour poser son ambiance. Surtout que ce défaut-là reste sur un seul passage. Mais je reprends par exemple toute la scène d'introduction qui a failli me faire pleurer d'admiration. Le film démarre avec la chanson Cumberland Gap de David Rawlings et sur le ralenti d'un mec qui verse une pinte. La force du plan et du son définit parfaitement ce qu'est The Gentleman, l'œuvre d'un cinéaste qui sait prendre son temps. Et en parlant vraiment du générique, il se sert de la fumée de la marijuana pour faire défiler chaque nom. Ça rend super bien, c'est justifié avec le propos et ça souligne l'importance de la place de la drogue au sein des personnages et de leur personnalité. Donc, pour conclure, malgré ces quelques longueurs et ces quelques facilités, The Gentleman est ce genre de film d'action thriller comédie au casting monstrueux. Rythmé, assumé, qui regorge d'idées et surtout référentiel. On retrouve un Guy Ritchie qui derrière sa caméra se fait plaisir. Et se faire plaisir à faire du cinéma, c'est quelque chose de très important, surtout aujourd'hui. Pour ma part, je suis rassuré qu'on ait encore l'arrivée de telles productions, car pour moi le début 2020 a été un véritable gouffre cinématographique. Non, sérieusement, vous aviez un film à aller voir à cette époque? Surtout que je note quand même que la fin 2019 a montré qu'on avait encore des réalisateurs passionnés qui avaient envie de tenter des choses. Alors s'il n'y avait qu'un message à retenir de cette vidéo, et bah tentez. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, ou plutôt à dans un mois vu la situation. En espérant que cette critique vous aura plu, n'hésitez pas à partager. Donc vous avez vu, j'ai changé un peu de plan pour le décor parce que l'autre,
ça me saoulait un peu. En plus, il était un peu mal cadré, donc je préfère me mettre comme ça aujourd'hui. Mais d'ici là, en tout cas, passez de bonnes séances. Kiss me, mama, kiss your boy, bless me, wearing lucky, for I won't be back till I return. I'm gone to old Kentucky. Cumberland Gap's devil of a gap. That's what the scouts all tell you. Sure enough, to make it tough. If it doesn't kill ya, kill ya. Kentucky, she's waiting on the other side.